relèverai plus tard. Chers amis, comme tu l'as dit Juliette, c'est ici que tout commence. C'est ici, cher Vincent, cher Jean-Michel, cher Sylvia, cher Michel, cher Joseph, cher Laurent, c'est ici en Occitanie, c'est ici à la Beige que tout commence, et c'est d'ailleurs ici, vous ne le savez pas tous, que tout commence toujours. C'est ici, cher Laurent Chérubin, effectivement qu'il y a un an, tu nous accueillais et que nous avions décidé, nous, au PRG, que les élections européennes devaient être le premier acte d'une reconstruction politique crédible et humaniste. Que ça devait être au moment où le monde affiche ses périls, le moment où nous allions rassembler les Européens convaincus, les Européens cohérents, ceux qui croient et qui défendent l'Europe qui nous protège. Eh bien, nous y sommes. Ce 20 avril 2024, tout commence. Soyons fiers. Soyons fiers, chers amis radicaux de gauche, chers amis régionalistes, chers amis fédéralistes de Volt, chers amis sociodémocrates, chers amis progressistes, chers amis républicains, chers citoyens, soyez fiers d'avoir réussi par-delà vos différences, par-delà nos spécificités, à faire prévaloir l'essentiel, le bien commun européen. Je veux remercier les artisans de ce rassemblement, François, Alfonsi et Régions et Peuples Solidaires, Cécile, Richard et Adrien Copro pour Volt, Marie-Annick Barthes, Denis Boy pour les sociodémocrates réformateurs, François Béchiot pour les progressistes, Juliette Méadel pour qui l'avenir n'attend jamais, évidemment Jean-Marie Alexandre, le citoyen, et ma famille politique, dont je suis si fier et si heureux de l'avoir rassemblé, le Parti radical de gauche. Je veux saluer les artisans de l'ombre aussi, Père Costa pour Régions et Peuples Solidaires, Alexis, Élise, Pierre, Jean-Bernard Brault, le trésorier, et évidemment l'infatigable Guillaume Delugré. Alors oui, vous pouvez les applaudir. Alors oui, dans ces temps troublés, ces temps de violence, ces temps où les incertitudes engendrent les colères, nous l'affirmons, l'union fait la force. L'union est le seul chemin digne pour promettre d'améliorer demain. Tous parlent de rassemblement. Nous seuls l'avons fait. La dignité, c'est une valeur essentielle qui manque cruellement aujourd'hui en politique. En démocratie, la dignité, c'est la sincérité et la crédibilité. Notre liste incarne cette volonté et en fait la démonstration. Europe, territoire, écologie, c'est là notre identité commune, autant que notre projet. Européens nous sommes, femmes et hommes ancrés dans le réel, nous restons. Notre liste couvre évidemment toutes les régions métropolitaines, compte 2 représentants des Outre-mer, un Français de l'étranger. Nos 81 candidats, que j'embrasse chaleureusement, font la liste des territoires. Pas une promesse, une réalité. La dignité en démocratie, c'est la cohérence. Nous sommes des femmes et des hommes de rassemblement. Nous le démontrons et nous l'aurions, avouons-le, souhaité encore plus grand, souhaité encore plus large ce rassemblement. Mais le seul chemin qui l'aurait permis s'appelle la clarté. La clarté d'affirmer qu'aucun compromis n'est possible avec l'extrémisme et le populisme. La clarté qui a manqué. La clarté qui a manqué quand les électeurs d'Anne Hidalgo et ceux de Yannick Jadot ont été invités à élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre et à installer la funeste cohorte de LFI au gouvernement. La clarté qui a manqué quand, lors de la réforme injuste des retraites telle que menée par Emmanuel Macron, il fallait faire corps avec les syndicats que je salue, plutôt que d'organiser la foire au Parlement et de faire échouer le mouvement social. Cette attitude était indigne de la part d'anciens membres et partis de gouvernement. La clarté, c'est celle qui manque encore cruellement aujourd'hui. Quand le premier des socialistes, quand la majorité des candidats éligibles de la liste socialiste ou de la liste écologique clouent au pilori depuis peu et avec un petit air de sincérité disent no good, le calife Jean-Luc Mélenchon
pour mieux lui ravir le califat et les filles, où visiblement ils n'ont que des amis. Pourtant, la France insoumise, au mépris de toutes les conceptions humanistes, instrumentalise la paix, instrumentalise la précarité, surfe sur les colères et les bas instincts sans jamais faire chanter aucun lendemain. Nous savons, nous, héritiers, admirateurs de Mendes France, qu'une autre politique est possible et souhaitable. Nous savons, nous, ici, qu'on ne peut pas traiter un président d'université de nazi. Nous savons, nous, ici, que la banalisation du nazisme est un négationnisme. Notre dignité, c'est de partir en campagne déterminés, unis et fiers, alors que la grande majorité des médias audiovisuels parisiens nous invisibilisent outrageusement et antidémocratiquement. Que voulez-vous ? Il est vrai que nous sommes assez éloignés des salons où l'on cause. Il est vrai que nous sommes moins de Saint-Germain et plutôt des Prés. Il est vrai surtout que notre démarche, gêne leur récit. Un récit écrit d'avance, celui entre la rive gauche parisienne de Raphaël Glucksmann, un derby, avec la rive droite de Valérie Hayer. La démocratie, pour eux, semble se résumer à un seul suspense pour la France qui va bien. Qui, au soir du 9 juin, aura la garde partagée ou la garde alternée de cette France qui ne manque de rien. Alors, sondage après sondage, on commente à l'envi le possible croisement des courbes entre les camps autoproclamés du bien et de la raison, comme pour mieux cacher l'exponentielle de l'extrême droite. Ce qui se passe est pourtant tristement historique. Jamais les Français n'ont aussi massivement exprimé leur confiance pour les partis du repli et du nationalisme. Mais n'en parlez pas. Ce n'est plus leur sujet. Pour eux, c'est acquis. Eh bien, moi, je le dis ici haut et fort. Le sujet de l'extrême droite est central, il est majeur, il est insupportable, et c'est le nôtre. Nous connaissons ces électeurs, nous connaissons cette France qui doute, cette France qui, aujourd'hui, serait prête à tenter l'aventure dangereuse et incertaine de l'extrémisme. Mais contrairement à ce que j'ai lu ce matin d'une cadre socialiste, nous ne dirons jamais qu'ils votent avec les pieds. Nous irons leur parler. Parce que notre liste, c'est celle de Bourg-en-Bresse, c'est celle de Pontivy, c'est celle de Vénarel-et-Lôme, c'est celle de Montrouge, c'est celle d'Antisanti, celle de Montauban, mais aussi celle de Villetaneuse, mais aussi celle de Cayenne, et rassurez-les, aussi celle de Marseille, Lyon et Paris. Notre liste, ce sont des élus locaux, des militantes, des réalités locales. Notre liste, c'est une députée européenne, Lydie, cuisinière de lycée, et Marie-Annick, professeure d'université. C'est Philippe, l'agriculteur que je suis tellement heureux d'accueillir en 5e place sur cette liste. Mais c'est aussi Raina, experte dans les nouvelles technologies. C'est Pierre qui s'occupe des handicapés. C'est Kamel qui s'occupe des personnes âgées. Cette liste, c'est Juliette, ancienne ministre, et Marine, infirmière dans l'Allier. Cette liste, c'est Cyril, travailleur indépendant à Douai, et Colette Chéniaud, 87 ans, qui nous amène la mémoire et le salut de Michel Crépeau. Notre liste, c'est juste la vraie vie de la France et des Français. Notre liste, c'est la seule à pouvoir convaincre nos concitoyens qu'une autre voie est possible. Notre liste, par la crédibilité de son projet, par sa sincérité, est la seule à pouvoir dire sans aucune gêne au Rassemblement national qu'au-delà de ses valeurs nauséabondes, il ment. Le Rassemblement national ment. Jordan Bardella ment. Et c'est une constante. Hier, il voulait sortir de l'euro. Hier, il voulait sortir de l'Europe. Aujourd'hui, il rêve d'y être majoritaire. C'est une constante. Le Rassemblement national ment. Jordan Bardella ment. Ils mentent quand ils promettent qu'une France retranchée en village gaulois améliorera la création de richesses et de pouvoir d'achat. C'est une insulte, au bon sens. Une insulte aussi à tous nos concitoyens frontaliers,
à tous ceux qui vivent aussi des échanges internationaux. Je veux saluer ici nos amis alsaciens, catalans, basques ou bretons, que le Rassemblement national rêve de transformer en garde-barrière, eux qui savent pourtant que les peuples et les cultures se jouent bien souvent des frontières. Le Rassemblement national ment quand il affirme que le village gaulois, retranché derrière les barbelés, permettra d'améliorer nos vies en réduisant le nombre d'étrangers. Alors ils ne disent pas, en bourgeoisie qu'ils sont, ou qu'ils sont devenus, que l'immigration et son exploitation économique ne les dérangent pas, tant qu'elle leur permet de se commander à dîner sans sortir de leur canapé. Jordan, comme on l'appelle aujourd'hui dans nos marchés, qui aime, contrairement à ce que son prénom indique, les prénoms français. Jordan aime quand le migrant se prénomme Hubert. Ici, nous le disons, la France et l'Europe ont besoin d'une immigration économique. Même le MEDEF le dit. Et ça n'est pourtant pas un repère de gauchistes no-border. Nous avons besoin d'une immigration économique choisie et donc accueillie dignement, capable et réellement accompagnée pour s'emparer des règles de notre pays. Le dire, c'est être responsable, c'est entendre les besoins de nos entreprises comme de notre démographie. Le dire, c'est ne nier pour autant aucune réalité. C'est réaffirmer aussi que l'immigration économique doit être encadrée, qu'elle doit être régulée. C'est dire enfin que lorsque nous proposons une police européenne de l'immigration, nous voulons veiller à ce que la migration naturelle et historique des êtres humains ne charrie pas en son sein les pourvoyeurs de violences et de morts. Oui, l'Europe est une terre d'immigration, mais c'est aussi une terre d'asile, et c'est son honneur. Un asile que nous devons réaffirmer, un asile que nous devons à tous les opprimés, qui demain s'ajouteront à ces opprimés la liste de ceux qui sont victimes des catastrophes climatiques. Un asile qui doit être justement réparti sur tous les pays européens. Un asile qui doit être organisé en sécurité par l'Europe, depuis les pays de départ ou les pays voisins. Assez de double peine. Après les oppresseurs, voilà qu'il faudrait en plus les livrer aux mains des passeurs. Nous devons être clairs, et si je devais résumer la politique migratoire et d'asile qui est la nôtre en une phrase, celle-ci serait « Toutes les victimes d'Afghanistan ont leur place en Europe ». Et la moindre des choses que nous leur devons, comme à nos enfants, c'est la sécurité de ne jamais croiser, dans les rues de Bordeaux ou de Paris, un taliban. L'humanisme n'est pas un aveuglement, l'humanisme c'est de n'accepter aucune violence. L'humanisme s'appelle universalisme, il s'appelle laïcité, il s'appelle justice, il s'appelle liberté. Notre humanisme, c'est de ne rien concéder au racisme, rien concéder à l'antisémitisme, rien concéder aux discriminations, rien concéder aux violences sexistes, rien concéder aux violences homophobes. Notre humanisme, c'est de ne rien concéder aux extrémismes et au fondamentalisme. C'est de dénoncer sans trembler la violence religieuse qui monte dans notre jeunesse. C'est dire à Samara que ce pays doit lui garantir de vivre et de s'habiller comme elle le veut. C'est dire à Anna, à Soraya, à Sonia, à Sofiane, à Farez et à tous ces jeunes anonymes qui se battent pour la liberté de conscience et celle de leur vie, malgré les pressions et les menaces, leur dire qu'ils sont les hussards d'une République qui se régénère, leur dire qu'ils seront toujours chez eux, dans notre maison, dans notre gauche, celle de la République, celle de l'humanisme. Mais c'est dire aussi à toutes les femmes, premières victimes des intégrismes et du patriarcat, qu'il n'est pas d'humanité possible quand elles sont violentées et que nous ferons inscrire le droit des femmes à disposer de leur vie et de leur corps dans les traités européens. C'est dire aux enfants, oui Juliette, c'est dire aux enfants que nous nous battrons pour qu'ils ne soient jamais les objets des adultes dans nos pays européens. Que là encore, nous veillerons à ce que l'Europe fasse de l'enfance heureuse le premier étendard d'un continent de paix et de sécurité. Les enfants, ils sont aujourd'hui les victimes innocentes des désordres du monde qui grondent désormais à nos portes, comme au Moyen-Orient.
Je veux le dire ici. Chaque fois qu'un enfant tombe, égorgé dans le kibboutz de Kfar Aza, sous les bombes à Gaza ou sous les missiles à Kiev, c'est l'humanité qu'on assassine. La guerre, certains pensaient naïvement en être débarrassés. Elle frappe aujourd'hui rageusement. En Europe, Vladimir Poutine sème le chaos dans nos démocraties et tente, comme tu l'as rappelé François, dans son ivresse de pouvoir et d'impérialisme, d'envahir et de mettre au pas l'Ukraine. En attaquant l'Ukraine, Vladimir Poutine attaque et déclare la guerre à toute l'Europe. Il déclare la guerre à nos libertés. Il nous met tous à l'épreuve. Nous ne pouvons le laisser gagner. Et c'est toute l'Europe qui doit se mobiliser pour aider les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui défendent nos vies et nos libertés. Alors que la réélection possible de Donald Trump pointe à l'horizon, les Européens ne peuvent plus attendre pour organiser leur défense. Nous devons nous fédérer au sein de l'OTAN pour prévenir un retrait américain. Nous devons aussi effectivement, comme tu l'as dit Patrick, mieux coopérer, harmoniser nos armements en donnant la préférence communautaire à nos industries de l'armement. Les Européens doivent aussi contribuer à leur défense. La France est une des seules armées complètes du continent. Elle contribue, comme d'autres pays, à la défense du continent. Il faut que les Européens prennent en charge aussi le prix de leur propre sécurité et de leur propre défense. Ce sera une première étape vers une Europe de la diplomatie et une Europe de la défense. Une Europe de la diplomatie et de la défense, c'est aussi une Europe capable de peser dans les désordres du monde, de coopérer avec le Sud global et d'œuvrer pour la paix au Moyen-Orient. La paix, elle ne se négociera pas avec les terroristes du Hamas. La paix, elle ne se négociera pas non plus avec les assassins d'Yitzhak Rabin. La paix viendra par une solution à deux États. Un État israélien, un État palestinien. C'est la seule solution qu'une Europe unie pourrait et devrait imposer. Une Europe de la défense, c'est une Europe indépendante, une Europe souveraine. La souveraineté, c'est notre industrie, l'énergie, l'environnement, l'agriculture, qui doivent aussi en être la démonstration pour dire aux Européens qu'ils sont maîtres de leur destin. Produire en Europe, c'est veiller à ce que les Européens ne manquent jamais de l'essentiel. Comment convaincre nos concitoyens que l'Europe est une superpuissance mondiale quand, pendant la crise du Covid, elle n'a su produire ni masques ni vaccins? Comment, alors que nous manquons de Doliprane, d'amoxicilline, de traitements contre le diabète dans nos pharmacies, défendre le modèle économique européen actuel? Nous savons pourtant qu'il serait possible de faire autrement. Et ici, en Occitanie, et puis pas très loin, à Blagnac, cher Joseph Carle, que je salue, monsieur le maire, avec toute mon amitié et tout mon soutien, on sait que lorsque l'on unit les compétences, lorsqu'on tord les règles du marché commun, lorsque l'on fait taire la concurrence sourde pour le bien commun, on sait qu'on sait fabriquer et réussir des paris économiques. Airbus en est la démonstration éclatante de ce génie et de cette performance. Nous proposons un Airbus du médicament en urgence. Nous défendons que ce modèle de coopération soit développé dans tous les secteurs vitaux et de l'innovation. L'Airbus du médicament est visiblement une annonce qui fait sensation. J'ai découvert hier que Marie Toussaint avait découvert dans notre façon d'approcher les choses un argument pour elle-même. Tant mieux. Une bonne idée est toujours une idée que tout le monde croit avoir eue. Je lui précise seulement que dans l'Airbus du médicament, il y a aussi les vaccins. Cela pourrait surprendre un certain nombre de ses soutiens. Produire en Europe, c'est en terminer avec la concurrence fiscale entre les entreprises, c'est en finir avec les paradis fiscaux du continent. Pendant que d'autres agitent le slogan de la taxe sur les superprofits, nouvelle arlésienne, après celle de la taxe sur la transaction financière, nous défendrons, nous, l'harmonisation fiscale de la taxation sur les bénéfices à 30%. Une mesure simple et réaliste qui permettra à un marché commun qui ne soit plus un marché de dupes. Produire en Europe, c'est, cher Philippe, une agriculture garante
de notre souveraineté et de notre sécurité alimentaire, comme l'a rappelé Lydie. C'est une agriculture où l'on harmonise les normes de production par le haut aussi, pour garantir à nos agriculteurs que s'ils consentent à être vertueux pour deux, ça n'est pas en conséquence pour diviser leur rémunération par deux. Ce sont des aides de la PAC qui n'encouragent pas prioritairement les aides à l'hectare, mais qui tiennent véritablement compte des réalités régionales, qui encouragent la polyculture élevage, qui organisent la complémentarité entre les productions. Oui, ces aides régionalisées de la PAC, c'est notre capacité à soutenir une agriculture de proximité, une sécurité alimentaire, mais c'est aussi soutenir, qu'on se le dise, nos filières industrielles. La laine de nos moutons, la paille de notre lin sont les textiles éco-responsables qu'on invente aujourd'hui déjà à Tourcoing. Produire en Europe, c'est aussi assurer notre souveraineté énergétique pour couvrir nos besoins, mais aussi cesser de financer les États mafieux qui ont la haute main sur les énergies fossiles et dont nous devons nous passer. C'est fabriquer en Europe les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, et pas en Chine. C'est une Europe qui crée un fonds d'investissement pour financer les équipements aux côtés des collectivités, cher Michel, Monsieur le Président. Un fonds d'investissement dont chacun sait que les équipements aujourd'hui en matière d'énergie renouvelable mettent moins de 10 ans à être rentables. C'est le gage que nous investirons 3 € dans les énergies renouvelables quand nous mettrons 1 € dans l'énergie nucléaire. Une ressource énergétique nouvelle, accessible financièrement, créatrice de richesses doit naître et ne pas être captée par le capitalisme. Nous avons laissé l'eau être privatisée. C'était une faute morale que nous ne pouvons reproduire en matière énergétique. Produire en Europe, c'est s'engager à ne plus polluer nos écosystèmes, nos rivières, nos corps, nos vies. C'est encourager l'industrie du recyclage. C'est faire de l'Europe de la recherche une priorité pour interdire les polluants éternels sous 3 ans et trouver dans la nature les molécules qui les remplaceront. La transition écologique, ça ne sera pas la casse de nos emplois. Si le génie humain, le progrès, les scientifiques et la recherche en sont les artisans soutenus et reconnus. Produire en Europe, c'est évidemment permettre une Europe de l'emploi, une Europe plus sociale, une Europe du pouvoir d'achat. C'est arrêter de monter les travailleurs les uns contre les autres. Nous savons tous que dans un monde idéal, nous voudrions harmoniser les niveaux de vie, voter un salaire minimum européen et en finir avec la concurrence sociale. Mais nous savons tous que nous ne vivons pas dans un monde idéal. Et pour éviter toute proposition trop démagogique, notre projet propose de poser une première pierre en défendant un revenu de base européen, une avancée, un engrenage que nous proposons de financer par la lutte de la fraude à la TVA qui représente aujourd'hui 50 milliards d'euros. Mais l'Europe du pouvoir d'achat, c'est aussi s'emparer à bras-le-corps du sujet essentiel et central de nos vies. C'est, chère Sylvia Pinel, répondre impérativement à la crise du logement. C'est évidemment garantir des logements dignes et faire de la rénovation énergétique le cœur de notre action. C'est une Europe aux côtés des collectivités et des maires pour lutter contre les îlots de chaleur et réinventer notre urbanisme. C'est aussi prendre acte que c'est tout le secteur de la construction qui est aujourd'hui en souffrance. Rareté et cherté des matériaux, niveau élevé des taux d'emprunt en sont des causes majeures. Des sujets auxquels l'Europe peut et doit répondre. Mais cette crise du logement, comme tu l'as si souvent rappelé Sylvia, c'est aussi une flambée des prix dans les zones tendues, principalement dans les métropoles où la spéculation immobilière surfe sur la rareté. Pourtant, se loger est le moindre des droits. Pousser chacun à travailler dans les métropoles pour l'inviter à aller vivre en dehors est une injustice de plus que nous ne pouvons continuer d'accepter. Cette problématique est présente partout en Europe et il y a urgence à agir et c'est pour cela que nous proposons d'expérimenter une mesure forte, audacieuse, venue de la Bretagne. Lydie, notamment, nous l'a suggéré. Une reconnaissance d'un statut de résident en zone tendue, donnant priorité sur les ventes immobilières pour l'acquisition du domicile principal. Un moyen de lutter contre la spéculation, un moyen de permettre à celles et ceux qui font vivre nos métropoles de pouvoir y résider. Alors, vous l'avez compris, notre Europe n'est pas celle de la technocratie. Notre Europe n'est pas celle du contrôle technique obligatoire des 2 roues. Notre Europe n'est pas celle de la couleur des phares de voiture.
Mais notre Europe, c'est une Europe qui protège, une Europe que nous voulons plus forte, plus grande, une Europe respectueuse de nos vies et de nos diversités. Cette Europe, elle ne pourra pas réussir sans les peuples. Nous exigeons une Europe démocratique. Nous n'avons pas élu Van der Leyen, Madame Van der Leyen. Et nous n'élirons pas plus Monsieur Mario Draghi. Et ce déni de démocratie n'est pas un hasard. Car si on nous avait demandé notre avis, il n'aurait jamais été élu. L'élection, c'est la seule façon de gouverner par le peuple et pour le peuple. Oui, nous voulons une Europe des peuples. Oui, nous voulons un Parlement européen où on légifère librement par le peuple, pour le peuple. Nous voulons aussi des institutions qui nous reflètent dans nos diversités, qui nous respectent, qui respectent nos différences pour mieux nous représenter. Des institutions qui nous défendent et veillent à nous protéger. Des institutions qui arrêtent, Pierre, d'invisibiliser ceux qui souffrent, qui fassent effectivement de l'accès des personnes en situation de handicap aux droits fondamentaux une réalité. Des institutions, Raina, qui préparent l'avenir en régulant les nouvelles technologies, en protégeant effectivement nos vies privées, en accompagnant aussi la conversion des salariés que la révolution numérique et de l'intelligence artificielle va inéluctablement impacter. Faire l'Europe des peuples, c'est renforcer la parole de nos territoires. Nos différences se reflètent dans nos territoires, dans leur culture, dans leurs histoires. Et oui, cher François, et oui, cher Maxence, et oui, cher Lydie, et oui, chers amis régionalistes, ces différences se reconnaissent aussi dans ces régions où l'on pratique une langue régionale. Le respect de nos diversités ne nous fait pas peur, parce que nous croyons à un dessein commun qui nous rassemble et nous transcende. Nos territoires sont cette démocratie de proximité essentielle. Ce sont ces élus locaux qui nous connaissent et agissent pour nous rassembler. Je salue Jean-Michel Baillet, ancien ministre, et non secrétaire d'État comme a osé quelqu'un, ancien ministre des Territoires, qui aura démontré par son action républicaine et attentive que l'on peut bâtir une République forte, généreuse et ouverte, en modernisant le statut de Paris, mais aussi en emmenant la Corse vers plus d'autonomie. Faire l'Europe des peuples, c'est entendre que nos territoires doivent être mieux représentés, mieux entendus à Bruxelles, et que, oui, il nous faut un Sénat des territoires au niveau européen. Cher Patrick, le comité des régions que tu incarnes si bien sera celui-là. Faire l'Europe des peuples, c'est entendre aussi la volonté historique du peuple français de vivre dans une république laïque. Entendre les enfants du Conseil national de la résistance quand ils disent que les services publics, la solidarité, la redistribution forment un modèle politique inaliénable. C'est dire haut et fort que nous demanderons que les traités européens, que le calcul des déficits entendent que l'exception politique française, que l'école, que la santé ne sont pas privatisables, pas solubles dans le libéralisme ou le communautarisme anglo-saxon, que nos services publics ne sont pas de l'endettement, mais l'investissement pour l'avenir de nos enfants. Alors oui, nous voulons une Europe pour la jeunesse, nous voulons qu'elle voyage, cette jeunesse, gratuitement en Europe. Nous voulons qu'elle se forme en France et en Europe, parce que rien n'est pire que l'assignation à domicile, assignation sociale ou culturelle. Parce que l'avenir de paix et de prospérité n'est possible que dans une Europe où la jeunesse se rencontre, se comprend et où l'ouverture d'esprit devient la règle. C'est pour la jeunesse que nous voulons une Europe encore plus forte. C'est pour la jeunesse que nous avons aligné nos drapeaux partisans au service d'un projet et d'une Europe protectrice et fraternelle. C'est pour la jeunesse que nous avons fait taire nos divisions et que nous avons réfléchi et construit un projet, celui de l'intérêt général européen. C'est notre honneur, soyons-en fiers. Portons haut désormais les couleurs de l'Europe qui nous protège. Défendons bec et ongle une Europe des territoires, une Europe des humanistes, une Europe présente et utile au réel. Parlez, défendez partout Europe, territoire, écologie. Et qu'on se le dise, c'est unis et déterminés que nous entrons en campagne.
Alors, chers amis, face aux obscurantismes, unis et debout. Face au nationalisme, unis et debout. Face au populisme, unis et debout. Face à l'Europe des financiers, unis et debout. Pour la paix, pour nos enfants, unis et debout. Pour l'Europe, unis et debout. Et le 9 juin, nous créerons la surprise. Vive le territoire, vive la République, vive la France, vive l'Europe.